Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Hier, les travaux législatifs ont repris en séance publique avec un débat particulièrement d'actualité. Il s'agissait en effet pour les sénateurs de débattre des enjeux du prochain Conseil européen qui doit se tenir le 23 octobre. Alors que le Parlement slovaque a voté hier contre un renforcement du Fonds européen de stabilité financière, les sénateurs ont tenté de proposer des solutions pour sortir de cette crise de la dette. Faut-il recapitaliser les banques? Faut-il continuer une politique d'austérité ou plutôt chercher de nouvelles perspectives de croissance? Élément de réponse avec ce débat. Permettez-moi de vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, et ce n'est pas une formule de style, que nous venons d'assister à un débat approfondi, riche, de grande qualité, et que ça présage bien de l'action de la France lorsque les parlementaires sont aussi intéressés par le débat européen et qu'ils ont autant de compétences pointues sur l'ensemble des dispositifs à mettre en place. Je ne voudrais pas être trop long dans ma réponse puisque j'ai cru comprendre que nous allions bénéficier d'un débat ouvert et je vois les mains qui se lèvent et j'imagine que nous sommes encore ensemble pour un moment. Voilà. Je voudrais quand même rappeler une ou deux choses qui ont été dites et que je voudrais rappeler. D'abord, ça n'est pas la monnaie euro qui est en cause. Et ça n'est pas l'Europe qui est en cause. C'est la crise de la dette souveraine d'un certain nombre de pays de la zone euro. Et la première des choses que nous devons avoir à l'esprit, c'est que depuis ma jeunesse, donc il y a un certain temps, oui quand même, on me parle de pays émergents. Eh bien, nous constatons que ces pays ont émergé et qu'ils nous ont mis progressivement dans une situation de compétition que nous avons laissé faire et pour laquelle nous n'avons pas mis en place les armes nécessaires en termes de compétitivité. Et pour lutter contre ce phénomène, beaucoup de démocraties, de vieilles démocraties, ont mis en place un système de dette, créant la croissance par la dette et dans une fuite en avant, jusqu'au jour où la dette n'est plus soutenable, sous l'impulsion d'une crise initialement bancaire, mais vous le voyez aujourd'hui, une crise qui est une faillite d'État menaçant. Le deuxième élément, et vous l'avez noté, un certain nombre d'entre vous l'ont noté, c'est que nous ne sommes pas dans les mêmes temps. Le temps du spéculateur est presque en seconde, le temps du politique, il est le temps des débats, il est le temps des peuples souverains, il est le temps des passages par les parlements. Et il est donc logique que lorsque l'on reste dans un système démocratique morcelé au niveau des États, la réponse démocratique est lente à se faire sentir. Le troisième point qui apparaît aussi, c'est que, de toute évidence, la situation dans laquelle nous nous trouvons peut avoir une réponse coordonnée par un couple qu'on appelle le couple franco-allemand, qui n'est pas illégitime historiquement, qui est légitime économiquement, 55% du PIB, et que paradoxalement, quand le couple franco-allemand ne se réunit pas, on lui reproche de ne pas le faire, et quand il le fait, on lui demande comment cela se fait qu'il n'a pas convoqué les 25 autres pour prendre leur avis. Dans cette situation, nous nous trouvons donc effectivement, comme nous le disions et comme vous l'avez montré dans vos interventions, à la croisée des chemins. Pas le droit de reculer, l'histoire ne se rembobine pas, pas le droit de rester immobile et obligé donc d'avancer. Le reste est de savoir dans quelle direction, en franchissant quelle étape et sur quels objectifs. Madame Morin-Desailly évoquait par exemple sur des problèmes le déficit de la balance commerciale française et
les problèmes de change. Mais le déficit de la balance commerciale n'est pas une fatalité en soi. Elle dépend de notre compétitivité. Et lorsque nous regardons, nous nous rendons bien compte, effectivement, que la Chine a déséquilibré la balance commerciale en 20 ans de la zone euro de 2500 milliards. Comment peut-on avoir laissé faire un système dans lequel nous nous sommes livrés à mettre en place, et c'est là l'autre erreur, une monnaie unique sans mettre en place le pilotage économique de cette monnaie unique? Et donc, si nous regardons ces fautes, on peut toujours se battre la coulpe et le regretter, puis on peut aussi se dire qu'on va corriger l'ensemble des éléments. Oui, l'Europe de naïve doit devenir plus réaliste. Et oui, l'Europe à la monnaie unique doit se doter d'un outil économique qui pilote la monnaie unique. Et oui, on sait aussi que l'équilibre est l'élément essentiel, non pas encore à cause de mon positionnement politique, mais le juste milieu est effectivement nécessaire parce que si l'on fait trop de rigueur, on crée de la récession, et si l'on fait trop de générosité ou de solidarité, on crée de la dette. Et si on n'allie pas la discipline à la solidarité, eh bien, on a un manquement à l'objectif. La discipline sans la solidarité, c'est la misère pour les peuples. Mais la solidarité sans la discipline, c'est la faillite des États. Et donc, il est indispensable que nous ayons cette vision double où nous partons à la fois sur un objectif de croissance, et vous avez raison, madame, la croissance doit être obligatoire, mais la rigueur doit être aussi nécessaire. Comment donc arriver à organiser un paquet dans lequel on puisse effacer ce qu'un certain nombre d'entre vous ont justement dénoncé, cette impression d'indécision politique, de retard permanent et l'impression que l'action qui a été menée est immédiatement détruite par l'événement qui vient rendre obsolète la décision qui a pourtant été prise à l'unanimité. Oui, la Slovaquie n'a pas encore décidé, elle le décide aujourd'hui. Alors permettez-moi d'être un brin optimiste. En l'espace de quelques semaines, on est arrivé à parler de gouvernement économique européen. On est arrivé presque consensuellement à parler de taxation sur les transactions financières. On est arrivé, sans être déporté au goulag, de parler de fédéralisme économique. Je trouve que déjà dans l'esprit, la construction européenne est en train d'avancer de manière pas forcément consensuelle, mais en tout cas qu'un certain nombre d'idées ont acquis droit de cité et que même dans les peuples que je côtoie et que vous voyez aussi, même s'il y a du populisme qui n'est pas de populaire, et même s'il y a beaucoup d'euroscepticisme, chacun dans ce pays a bien compris, chaque citoyen a compris, que ou bien on avance vers une organisation économique européenne, ou bien nous serons détruits par les marchés. Qui est plus souverain aujourd'hui? La France avec un triple A et qui cherche à avoir un gouvernement économique européen, ou la Grèce qui se trouve dans une situation où une organisation d'accompagnement oblige le peuple grec à prendre des mesures sans passer par le débat démocratique, et alors qu'il n'a pas le choix entre, comme je l'ai entendu, la démocratie ou l'Europe. Il a le choix entre l'Europe et la misère. Parce que si demain, la Grèce, ne vous y trompez pas, sortait de la zone euro, eh bien, il bénéficierait d'une dévaluation de 40% et le niveau de vie des Grecs serait rendu à la misère. Et donc, c'est notre devoir de solidarité et c'est notre intérêt. Et il sera bien moins cher d'aider la Grèce à rester dans la zone euro et de rester dans un pacte de croissance que de la forcer ou de la laisser sur le bord du chemin et faire son effet de domino qui gagne progressivement l'Espagne, le Portugal et je ne sais quel autre pays, et peut-être le nôtre qui n'est à l'abri
aussi, et peut-être aussi l'Allemagne, qui n'est pas non plus à l'abri de ce genre de misère. Maintenant que j'ai répondu globalement, je vais avoir difficulté à vous répondre individuellement. Vous m'avez évoqué le problème du levier. Je ne sais pas ce que c'est un levier. Un levier, c'est la possibilité, avec 440 milliards, de pouvoir avoir un fonds supplémentaire, soit parce qu'on l'a sur des marchés annexes, privés, soit parce qu'on l'a parce qu'on crée un mécanisme particulier qui assimilerait le Fonds européen de stabilité financière à un système bancaire. Mais on nous reproche tant d'aller lentement et d'aller dans la complexité. Est-ce que nous ne pouvons pas essayer de faire en sorte que nous trouvions les solutions dans le cadre de ce traité de Lisbonne et dans le cadre de ce qui a été décidé le 21 juillet et qui est passé par tous les parlements avec quelquefois des difficultés. Et regardez la difficulté qu'il y a eu au Bundestag. Est-ce que vous croyez qu'il serait logique de refaire une réforme et de demander au Bundestag maintenant de reprendre une réforme alors qu'il vient de voter une réforme que l'on jugerait immédiatement incomplète, à peine serait-elle adoptée par l'ensemble des 27. Je crois que dans la période que nous traversons, il nous faut beaucoup de sang-froid et beaucoup de réactivité. Le sang-froid, c'est d'avoir la stabilité de dire oui, nous voulons aller vers une intégration plus forte. Oui, nous voulons trouver les mécanismes de solidarité qui ne fassent pas qu'une banque, parce qu'il y va de l'épargne et de la stabilité monétaire européenne, ni à plus forte raison un État, même si les dirigeants de cet État ont commis antérieurement des fautes. Rappelez-vous Lehman Brothers. Le gouvernement américain considère que la banque a fauté. Et que puisqu'elle a fauté, non seulement il faut la laisser couler, mais en même temps ça servira d'exemple à l'ensemble des autres banques. Et puis la contamination a gagné le monde. Si nous avons aimé Lehman Brothers, nous allons adorer l'abandon de la Grèce. Cet abandon de la Grèce sera l'abandon de tous les pays de la zone euro, puis l'abandon de l'Europe, puis la livraison à l'ensemble du marché spéculatif de l'ensemble des États démunis par rapport à l'ensemble des marchés et par rapport aux pays émergents. Eh bien oui, il nous faut cette rigueur et cette solidarité. Et lorsque on parle de lenteur, j'approuve effectivement l'idée que nous devons accélérer le mouvement et aller plus loin, plus fort et plus loin. Il ne faut pas plus d'Europe, il faut mieux d'Europe. Une Europe qui s'est élargie parce que ici tombait le totalitarisme marxiste et ici tombait les totalitarismes fascistes, et que la Grèce, le Portugal et l'Espagne sont rentrés dans la démocratie et qu'il suffisait, à notre idée, qu'ils rentrent dans l'Europe pour acquérir la croissance. Et puis, l'ensemble des pays de l'Est, dont on se serait mal vu, en train de leur dire « vous avez subi le totalitarisme pendant des années, mais vous n'êtes pas prêts pour rentrer dans l'Europe, nous attendrons, vous attendrez encore aux portes de l'Europe à la fois la démocratie et la croissance. » Eh bien aujourd'hui, nous devons assumer d'avoir fait ces choix, parce que c'est les choix de la démocratie. Et ces choix, nous devons les corriger pour faire en sorte qu'effectivement, cette zone euro soit une zone qui soit un véritable pendant de la zone dollar ou du yuan, et qui puisse avoir une politique économique spécifique. L'Europe n'a pas à donner aux autres un modèle à copier, mais elle n'a pas à renier le modèle qu'elle a construit, modèle de solidarité, modèle de liberté, modèle d'un capitalisme d'entrepreneurs et non d'un capitalisme de spéculateurs. Et donc, nous devons mettre en place les outils nécessaires pour corriger ces éléments, parce qu'il y va non seulement de l'Europe, mais en même temps des valeurs auxquelles nous sommes attachés. C'est la raison pour laquelle nous devons effectivement, M. Humbert, défendre la Grèce avec le cœur et avec la raison. Et M. Bailey, qui nous a quittés, oui, les eurobonds, quand la situation sera stabilisée, il sera légitime à ce moment-là de faire converger l'ensemble de nos économies et l'ensemble de nos fiscalités. Et si nos économies et nos fiscalités convergent, et si nous avons un pacte de stabilité, et si nous avons un outil
comme un fonds européen de stabilité, et si nous avons un pilotage, oui, à ce moment-là, le rebond est légitime parce qu'il ne dégrade pas la note des pays qui sont les plus forts et qui ont le triple A par rapport à la dette grecque. Aujourd'hui, de toute évidence, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs que de proposer de mutualiser une dette qui n'est pas stabilisée. Mais dès que la dette est stabilisée, l'étape suivante peut se mettre en place. Monsieur Masson, vous l'avez dit, vous n'êtes pas anti-européen, ça tombe bien, moi non plus, mais je pense qu'il n'y a pas le choix entre le populisme de droite ou de gauche et le centre de l'ensemble des gens qui diraient toujours qu'il faut aller vers plus d'Europe. Il faut modifier nos outils européens, il faut les rendre plus performants, il faut leur donner du sens. Il faut que l'Europe se construise sur une stabilité économique parce qu'elle est une stabilité de valeur. Monsieur Young évoquait le mot de fédéralisme et j'ai dit que j'irai en déportation avec lui probablement, mais nous y serons en bonne compagnie parce qu'il me semble qu'un jour Jacques Chirac avait évoqué ce mot et je l'ai entendu dire par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Donc à ce moment-là, nous discuterons ensemble dans les terres lointaines et isolées du fédéralisme économique. Enfin, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui peut faire réfléchir à des outils. La taxation sur les transactions financières, ne me faites pas dire un taux. Immédiatement, on dira le ministre européen des Affaires européennes a dit que le taux pour les taxations financières, c'était celui-là. Ne me faites pas dire non plus quelle est l'assiette. Sauf qu'aujourd'hui, c'est évident que nous ne sommes pas restreints dans l'assiette et que, en dehors des règles européennes qui empêchent le passage des liquidités et le libre-échange, eh bien, il n'y a pas de restriction à la taxation de la transaction financière sur son assiette. Après, permettez-moi de vous dire que je pense que si la France seule mettait la taxe sur les transactions financières, nous aurions un peu l'impression d'être isolés et nous renoncerions à notre idée européenne. Je ne doute pas que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, un certain nombre de pays soient capables de le mettre en place et avec un taux suffisamment bas pour que les déplacements de nos marchés financiers ne s'effectuent pas. Sur la réforme institutionnelle, et c'est quoi le fédéralisme économique? C'est déjà que des chefs d'État se rencontrent 2 fois par an, insuffisant. C'est qu'on ait un ECOFIN qui prenne plus de pouvoir, c'est déjà mieux. Qu'il y ait à un moment donné un pilotage du Fonds européen de stabilité financière qui, en coordination avec la BCE, puisse intervenir plus rapidement et de manière indépendante de la décision de chaque État. C'est une étape supplémentaire. Et après, à terme, eh bien sûr qu'il faut que cette organisation puisse être autonome sur des directives politiques qui sont données de manière consensuelle par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Voilà les éléments bien modestes que je peux répondre aux questions que vous m'avez posées. Vous m'avez dit, madame, vous n'avez pas réponse à tout, et non, heureusement. Je n'ai pas réponse à tout. Mais j'ai l'intime conviction que l'Europe est en train de franchir une étape décisive. On peut imaginer le chaos, on peut imaginer que tout va être détruit, on peut imaginer que nos économies seront par terre et que de propagation en contamination, nous tomberons dans la récession. On peut aussi imaginer que de ce chaos naît quelque chose de nouveau, une autre Europe, une Europe avec des frontières, une Europe qui arrête de s'étendre et qui s'approfondit, une Europe qui retrouve ses valeurs et son sens, une Europe qui dit ce qu'est une économie, c'est-à-dire non pas uniquement des marchés financiers, mais aussi un socle de solidarité et une idée de la croissance pour créer de l'emploi. Je suis persuadé que vous partagez pour la plupart ma conviction sur l'ensemble de ces bancs. Et donc le Conseil va intervenir le 23 octobre. Je ne doute pas qu'il ait l'ardente obligation de décider. Et cette obligation de décider, c'est toujours ce qui a fait avancer l'Europe.
si on dit d'habitude que l'Europe avance étape par étape et crise par crise. Avec la crise que nous venons de subir et que nous sommes en train de subir, nous pouvons franchir une grande étape et peut-être nous pouvons la franchir ensemble. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané dont la durée est fixée à 1 heure par la conférence des présidents. Chaque sénateur peut intervenir pendant 2 minutes maximum. S'ils sont sollicités, le gouvernement ou la commission des affaires européennes pourront répondre. La parole est à Monsieur Vaugrenard. Alors, j'ai Fabienne Keller. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. J'ai écouté, Monsieur le Ministre, avec beaucoup d'attention vos propos, et sur un certain nombre d'entre eux, je ne vois pas comment nous pourrions être en désaccord. Notamment lorsque vous nous dites que l'Europe et le monde sont à un tournant de leur histoire, qu'il est nécessaire d'avoir une discipline budgétaire indispensable, une solidarité tout autant indispensable, et où vous parlez de croissance forte. Là où le bas blesse, c'est que j'ai le sentiment que votre discours européen, que l'on peut ici ou là entendre et comprendre, est en total décalage avec la politique qui est menée aujourd'hui au niveau de notre pays. Et je pense que la crédibilité de la parole française, du coup, est mise en cause parce qu'elle ne correspond pas avec la politique qui est menée au sein de notre pays. Quelques exemples. Lorsque, par exemple, vous choisissez de taxer uniquement les revenus qui sont supérieurs à 500 000 € à hauteur de 3%, vous avouerez que c'est quand même très peu. Qu'on demande peu à ceux qui ont beaucoup et beaucoup à ceux qui ont peu. Alors que si on compare avec des pays comme l'Angleterre, où sont taxés les revenus à partir de 175 000 €, ou Angela Merkel en Allemagne, qui elle a augmenté, qui est passé de 42 à 45% en instaurant une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, là on voit bien qu'il y a une solidarité humaine qui s'instaure et qui est indispensable. On ne peut pas demander une solidarité entre les pays européens sans demander à l'intérieur du même pays, et le nôtre en l'occurrence, une nécessaire solidarité humaine entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont très peu. Par ailleurs, vous avez parlé de croissance forte. Comment peut-on parler de croissance forte alors qu'on vient d'imposer aujourd'hui à ceux qui sont assurés dans les mutuelles une taxation supplémentaire qui rapportera 1 milliard € à l'État, et donc une diminution de la consommation intérieure, et donc une diminution de la croissance. Là encore, il y a décalage entre ce qui est dit au niveau européen et la réalité de ce qui est pratiqué au sein de notre pays. C'est la raison pour laquelle, si on ne change pas de politique au niveau intérieur, c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas une meilleure solidarité humaine, une meilleure solidarité territoriale, nous n'aurons pas de crédibilité sur les propos que nous pourrons faire au niveau européen. Chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur Vaugrenard, j'ai bien compris la stratégie de votre question. Vous m'amenez sur le marché intérieur, si j'ose dire, pour me faire répondre sur le plan européen. Alors, je vais essayer de le faire et vous dire simplement que très difficile de comparer l'ensemble des pays de la zone euro. Difficile, par exemple, de comparer les retraites allemandes des retraites françaises. Difficile de comparer le niveau d'imposition TVA qui peut exister en Grande-Bretagne et en France. Difficile de comparer aussi l'impôt sur la solidarité français avec d'autres pays qui ne l'ont pas mis en place. Et donc, toute comparaison des pays européens mérite une étude beaucoup plus pertinente que ce que vous venez d'évoquer, y compris le fait que, si vous regardez le rapport sur les mutuelles, vous vous rendez compte que, peut-être pas toutes, peut-être pas chez chacun, mais beaucoup de mutuelles ont des marges de manœuvre très importantes. Et que peut-être la solidarité serait aussi que les mutuelles ne soient pas une accumulation de capital, mais une redistribution de la solidarité. Et quant à savoir qui est riche, je ne me risquerai pas de le définir ici. Un jour, un non-candidat, peut-être candidat, avait dit que c'était à partir de 4 000 €
par mois, et il y avait eu une polémique qui avait suivi, qui avait été inextinguible. Donc, je pense que soyez prudents avant de comparer le niveau social et de solidarité d'un pays par rapport à l'autre. La France est le pays qui a 3 points de PIB de solidarité de plus que tous les pays de la zone euro et même devant la Suède. Donc, la réflexion de la pertinence de solidarité interne n'a rien à envier à l'ensemble des autres pays de la zone euro. Et essayons de comparer ce qui est comparable. Et si vous voulez, on va revenir au débat européen de solidarité et de rigueur, qui est aussi le débat français. Parce que lorsqu'on fait de la croissance avec des dépenses d'avenir et en même temps une rigueur budgétaire, eh bien on obtient effectivement un triple A et on obtient en même temps des possibilités pour la recherche et pour l'emploi. Et puis, lorsque l'on applique effectivement un déficit que l'on définit à 5,7 et que l'on le fait à 5,7 et qu'il faut trouver 1 milliard supplémentaire, eh bien on impose à 87% les entreprises et les personnes les plus favorisées par rapport à l'ensemble de la population, ce qui est aussi une marque de solidarité. Donc, ne m'entraînez pas sur ce débat, parce que je serai obligé d'y répondre, et de manière totalement incomplète et bien moins compétente que celle que le ferait François Baroin, mais sur l'ensemble des projets européens, gardons à l'esprit l'équilibre de la rigueur budgétaire et de la solidarité, de la croissance et de la stabilité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'avais 3 questions excessivement rapides. Je voudrais revenir sur le programme d'aide aux plus démunis. Nous étions permis à la Commission des affaires européennes, d'interpeller le président Barroso en juin dernier. Il ne nous a toujours pas répondu, ce qui n'est pas convenable, alors que dans le cadre de l'application du traité de Lisbonne, le président de la Commission a 3 mois pour nous répondre. Donc il serait temps, si vous voulez, que nous ayons une réponse. Je sais l'investissement qui est le vôtre, Monsieur le Ministre, ainsi que celui du ministre de l'Agriculture, et j'aimerais savoir où vous en êtes sur cette politique. Est-ce que vous avez levé la minorité de blocage de 6 États membres? Deuxième point, a trait à la protection des épargnants et des activités dites à risque. Je me réjouis que nous ayons eu des avancées dans la réglementation européenne en ce qui concerne le secteur bancaire. Au-delà de l'incontestable objectif de stabilisation financière, il s'agit aussi de proposer aux épargnants une forme de protection face aux activités considérées comme risquées, notamment les activités de trading. Où en êtes-vous, Monsieur le Ministre, sur la séparation nette entre les activités de trading pour compte propre et les autres activités, comme cela a été réalisé dans certains pays anglo-saxons? Enfin, le dernier point a trait précisément au principe de réciprocité. Et là, je voudrais rebondir sur les propos de notre collègue Daniel Raoult. Je le remercie et je le félicite d'avoir repris certains extraits du rapport sur l'OMC que nous avions rendu près de la Commission des affaires économiques. J'avoue que la Commission des affaires européennes avait à plusieurs reprises réalisé un rapport sur la préférence communautaire, considérant que depuis le traité de Rome, depuis 1957, la préférence communautaire n'était plus qu'un principe entre guillemets incantatoire, puisque les règles de commerce international, les règles de l'OMC, avaient supplanté cette notion de préférence communautaire. J'avoue que je me réjouis, si vous voulez, qu'enfin nous puissions mettre cela en musique. Nous avons qu'à assembler un certain nombre d'éléments du puzzle, que ce soit les clauses de sauvegarde, que ce soit, l'accord SPS ou les passerelles avec l'OIT. Je pense que c'est la bonne réponse. C'est bien plus pertinent que les théories sur la démondialisation. Ceux qui prônent la démondialisation ont, à mon avis, ou bien une méconnaissance profonde du sujet, et ça c'est pardonnable, ou bien des relents de populisme, et ça c'est plutôt méprisable. Donc je voudrais savoir où vous en êtes dans les négociations avec le directeur général de l'OMC, M. Pascal Lamy. Pour ma part, moi je ne suis pas du tout favorable, je vous le dis très clairement, à ce que nous puissions conclure le cycle de Doha, parce que 2001, c'était il y a très longtemps, et nous sommes allés très loin,
et ça je rejoins Daniel Raoul, nous sommes allés beaucoup trop loin dans les concessions sur le plan agricole. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Je prie de m'excuser auprès de la présidence. Je n'avais pas la notion qu'il fallait répondre en 2 minutes. Donc je vais répondre en 2 minutes désormais. Et j'essaierai de ne pas dépasser mon temps. Sur le PEAD, où il est, M. Bizet? J'ai perdu, voilà. Je l'ai tellement connu au-dessus de la mêlée dans sa présidence que je m'étonne de le trouver dans un coin de l'hémicycle. Sur le PEAD, effectivement, la campagne hivernale de 2011 est assurée, vous le savez. Dans ce contexte, vous le savez aussi, il y a une situation qui était que c'est les surplus de la PAC qui servaient à alimenter ce fonds pour les plus démunis, et que lorsqu'il n'y a plus de surplus, une décision de justice nous a donné l'obligation de ne plus acheter des surplus comme le faisait l'Europe. Il se trouve que c'est un problème qui, à mon avis, est plus qu'un problème financier et économique, c'est un problème d'image de l'Europe. Comment, dirait-on, dans le grand public, même si ça n'est pas tout à fait vrai, on peut donner des milliards à des banques et on ne peut pas donner quelques millions aux plus pauvres d'entre nous. Et cette situation est donc intolérable. Le président de la République et le Premier ministre ont donné à Bruno Le Maire et à moi-même mission de trouver des solutions. Je reviens ce matin du Luxembourg où j'ai revu mon homologue tchèque, mon homologue allemand et mon homologue danois, puisque vous le savez, les Danois ont changé de majorité et peut-être pourrons-nous nous trouver dans une situation plus favorable. Vous le savez aussi, le dernier Conseil agriculture a essayé de trouver une solution en faisant 2 lignes budgétaires différentes, une solidarité, une agriculture, et devant l'échec probable, Bruno Le Maire a préféré reporter cette question au 20 octobre. Sachez, monsieur le sénateur, que nous sommes déterminés à trouver une solution et que nous trouverons une solution, qu'on ne laissera pas les plus démunis d'entre nous sans aide européenne. Et je suis sûr que finalement, puisque j'ai aussi évoqué ce problème devant la présidence de M. Van Rompuy ce matin, qui nous a réunis à un petit déjeuner, nous arriverons à trouver la solution nécessaire pour la continuité pour les 2 ans à venir. Après, nous trouverons des mécanismes différents. Sur les banques d'affaires et les banques commerciales, pour faire simple et rapide, lorsque Lehman Brothers tombe, en même temps, Northern Rock tombe. Et Northern Rock est uniquement une banque de prêt. Et donc, ça n'est pas parce qu'on est uniquement une banque d'affaires ou une banque de crédit qu'on se trouve dans une situation plus stable. Je reconnais que c'est un débat et qu'on peut y réfléchir, mais ne croyons pas qu'on est à l'abri. Sur la réciprocité, effectivement, je l'ai évoqué, il faut un commerce loyal. Je rappelle qu'il y a aussi une façon de rendre le commerce loyal, c'est de mettre une taxe carbone aux frontières. Ce n'est pas normal non plus qu'on se trouve dans une situation dans laquelle on impose à l'ensemble de notre industrie sur le plan européen une démarche vertueuse et que l'on importe des produits qui ne sont pas dans le même système. La démondialisation, franchement, je sais pas faire, mais j'ai cru comprendre que ça pouvait au moins arbitrer entre 2 candidats socialistes. Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Bocquet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne savais pas que mon prédécesseur aborderait le sujet que je comptais aborder, mais compte tenu de l'ampleur de la situation, de la gravité de la situation et du nombre de personnes concernées à quelques semaines de l'hiver, il m'a semblé utile de réitérer la question et de vous interroger de manière plus précise. Nous sommes donc à quelques jours du 20 octobre. Vous l'avez évoqué, date à laquelle Monsieur le ministre de l'Agriculture rencontrera ses homologues des pays de l'Union européenne. Le contexte européen évoqué longuement cet après-midi est bien sûr marqué par une crise économique et financière très sévère qui plonge des millions d'Européens dans les affres de la pauvreté. Cette situation s'annonce plus grave encore, donc suite à la décision de 6 pays de l'Union européenne de réduire de plus de 70% l'aide alimentaire européenne distribuée aux plus démunis.
En ce qui concerne notre pays, le Secours populaire français estime que 4 800 000 repas risquent de ne pas être distribués à partir de 2012 si le PEAD faisait défaut. Sur les 700 tonnes de denrées récupérées chaque mois, 21% proviennent du PEAD. Cette décision inacceptable, si elle s'appliquait, reviendrait en quelque sorte à imposer une double peine à nos concitoyens qui subissent déjà les effets de la crise que la concurrence libre et non faussée gravée au cœur des traités européens ne fait qu'amplifier. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre, mesures concrètes, précises, détaillées, pour faire en sorte que les plus démunis de nos concitoyens, à quelques semaines de l'hiver qui s'annonce, puissent continuer de compter sur l'aide alimentaire de l'Union européenne? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous avez entendu mes réponses. Je vais essayer de donner des compléments supplémentaires. C'est 400 000 tonnes de denrées distribuées à 18 millions de personnes. C'est pas rien, le PEAD. En même temps, c'était de l'ordre de 500 millions. Et aujourd'hui, le surplus PAC tourne autour de 113 ou 115 millions. Ça veut dire qu'il y a un déficit majeur de près de 400 millions. Pour la France, dont le système est assez neutre, parce qu'elle donne ce qu'elle récupère ce qu'elle donne. Et c'est de l'ordre de 60 à 70 millions. La solution la plus simple, la plus simpliste, serait de dire on va nationaliser l'aide aux plus démunis. Et l'argumentaire de nos voisins n'est pas complètement dénué d'intérêt juridique. Si vous prenez l'Allemagne, qui a fait le recours devant le tribunal, c'est un pays dans lequel l'aide aux plus démunis se fait à partir des Länder, et donc qui ne se fait pas au niveau national. Et donc le bénéfice de cette redistribution est très différent selon les États. Néanmoins, je crois que nous avons réussi à convaincre l'ensemble des pays européens qu'on pouvait trouver une solution équilibrée entre une ligne budgétaire sur la PAC, relativement réduite, et une ligne sur la solidarité. Et donc, on a discuté ce matin des fonds de cohésion et de la possibilité d'inclure le PEAD à l'intérieur des fonds de cohésion, mais reste alors de se retrouver dans une situation qui passe la barrière juridique de la décision de la justice et qui en même temps lève la minorité de blocage. Vous le savez, la minorité de blocage, elle vient d'un certain nombre d'États, mais plutôt, enfin, on espère plutôt faire réfléchir nos amis tchèques ou nos amis danois. Et j'ai un peu plus d'espoir sur nos amis danois que sur nos amis tchèques après la matinée que j'ai passée au Luxembourg. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Deneux. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez parlé, Monsieur le ministre, tout à l'heure de la volatilité des prix agricoles. Il y a 3 mois et demi, j'étais dans cette enceinte, le rapporteur d'une résolution qui a été votée à l'unanimité. Je vous engagerai à la relire, mais je vous l'enverrai. Mais ce n'est pas l'objet principal de mon intervention. Je voulais vous parler du climat et de la position européenne face au changement climatique. La prochaine conférence internationale se tiendra à Durban fin novembre. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de la conférence de Copenhague en 2009, où nous étions, qui avait consacré une rupture dans la logique de construction des négociations internationales pour le changement climatique, puis celle de Cancun l'an dernier, qui n'avait pas pris position sur le prolongement du mécanisme de Kyoto. La France, sous l'impulsion de l'UE, a mené une politique particulièrement ambitieuse en la matière. En effet, en 2008, le niveau des gaz à effet de serre chez nous avait déjà diminué de 6,4% par rapport à 1990. Dans ces conditions, à Durban, il faut que les grandes économies mondiales se mobilisent plus fortement. Le protocole de Kyoto est le seul outil juridique contraignant. Or, les nouvelles nations économiques, qu'on appelle les BRIC, ont aussi estimé que la prolongation du protocole de Kyoto au-delà de 2012 serait la priorité numéro 1 de la conférence de Durban. Est-ce votre avis? Il y a eu un Conseil européen des ministres de l'Environnement pour proposer une position commune autour d'un prolongement du protocole. Il semble bien qu'il y ait divergence au sein de l'UE.
L'Italie, la Hongrie, les États membres de l'Europe centrale l'ont fait savoir, notamment sur le traitement du surplus des unités de quantité attribuées, alors que, même si on faisait cela, on serait seulement à 60% des efforts nécessaires pour que l'augmentation de température reste à terme inférieure à 2 degrés. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, 2 questions. Si les engagements actuels sont insuffisants au regard du but à atteindre et que l'Europe défende un objectif plus ambitieux de diminution des gaz à effet de serre que celui de Kyoto, est-ce possible? Deuxième question, à l'heure où de nouvelles puissances pointent du doigt des mesures de l'Union européenne, telles par exemple la décision que nous avons proposée d'introduire l'aviation dans le système des quotas, est-ce que l'Union européenne, qui traverse une crise financière importante et dont nous parlons, qui domine tout le reste, l'Union européenne est-elle en mesure aujourd'hui d'imposer sa politique unilatérale de lutte contre le réchauffement climatique à la Chine et aux États-Unis d'Amérique? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous avez raison, nous nous trouvons dans une situation qui est une situation difficile, d'abord parce que Kyoto se termine, qu'il ne concernait que 16% des émissions de gaz à effet de serre et que l'Union européenne ne représente que 11% de l'ensemble des efforts qui ont été accomplis. Dans ce contexte, il faut d'abord essayer d'intégrer Cancun et de faire en sorte que les ébauches de décisions qui ont été prises sur les fonds verts, sur le contrôle des émissions, puissent se concrétiser à Durban. Et le deuxième point, c'est de ne pas se trouver dans un système, dans un hiatus entre le moment où Kyoto se terminera en 2012 et le moment où nous n'aurions pas encore pris des décisions pour des positions contraignantes et admises par tous. Enfin, et vous avez raison de l'évoquer, le problème des unités de quantité attribuées, si elles étaient entièrement reportées, si les surplus étaient entièrement reportés, cela menacerait bien entendu l'intégrité même de la seconde période. Et donc, sur l'ensemble de ces sujets, l'attitude de la France est d'essayer de faire un Kyoto 2, c'est-à-dire d'avoir une période de transition qui ne transige pas avec les décisions qui ont été prises sur Kyoto et qui permettent l'élaboration d'un système contraignant et universel. Vous le savez malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas adopté ces principes, l'Inde, le Canada, le Japon, la Russie, les États-Unis. Donc nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et nous le ferons avec beaucoup de conviction parce que nous sommes bien intimement persuadés que les 2 degrés que vous évoquez, c'est un élément vital pour l'ensemble de la planète. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Chatillon. Monsieur le Ministre, simplement vous interviewez sur le problème des petites et moyennes entreprises. On parle de l'Europe. Mais je pense que nous avons, en tant que Français, à être beaucoup plus solidaires de nos PME qui sont, vous le savez, les créateurs d'emplois dans ce pays. 2 900 000 entreprises. Et quand on regarde les choses par rapport à l'Allemagne, on s'aperçoit d'abord d'une disproportion entre la taille des ETI et des PME françaises et allemandes. Elles sont 4 fois plus importantes. En moyenne, elles ont une capacité d'autofinancement 2 à 3 fois supérieure. Il faut donc s'interroger. Sur le plan de la rémunération, on est arrivé à un constat qui était à peu près des salaires identiques, autour de 33 € de l'heure. En revanche, au niveau des charges sociales, nous avons un différentiel qui passe de 29% à 43%. Et donc là, on a un vrai problème d'équité au niveau européen et d'harmonisation de la fiscalité. Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est les problèmes de soutien au niveau de la réglementation communautaire. Au niveau du soutien de la réglementation communautaire, toutes les propositions qui sont formulées sont en général formulées par nos collègues allemands et italiens. Il y a, entre les hauts fonctionnaires qui sont chargés de nous défendre et de nous représenter à Bruxelles,
une non-volonté d'évoquer les sujets avec les syndicats professionnels de branche. Et je crois que c'est une erreur manifeste. Nous le constatons, les Allemands, les Italiens ont ce contact quasi permanent. Je prends un exemple concret. Actuellement, une réglementation est en vigueur et je vous remercie puisque vous avez fortement accompagné ce dossier pour les entreprises. Une réglementation est en cours. Les Français l'ont découvert il y a 1 mois. Les Allemands étaient informés depuis 18 mois. Donc là, je dis, il y a une disparité de traitement qu'il faut vraiment effacer et demander à ceux qui sont chargés de représenter la France à Bruxelles d'être un petit peu plus au fait des problèmes et surtout de les évoquer avec les syndicats de branche. J'ai été moi-même président d'un syndicat de branche agroalimentaire. J'ai eu toutes les peines du monde dans le cadre de l'IDAC, l'organisation communautaire, à rencontrer nos homologues. Et donc là, je souhaite que, véritablement, on puisse apporter un suivi à nos entreprises. Et le troisième point, c'est l'accompagnement au niveau de l'international. On parle d'exportation, je crois qu'aujourd'hui, il faut parler d'internationalisation des activités. Les Allemands nous le prouvent, du reste. Eh bien, au niveau de l'internationalisation des activités, il faut que dans les ambassades, nous ayons des jeunes qui puissent insuffler véritablement d'une volonté de compétitivité et pouvoir s'intégrer aux entreprises qu'ils sont censés devoir défendre. Je crois que là, un effort important doit être fait pour que nous puissions à la fois accompagner des jeunes en contrat d'alternance et en même temps leur permettre de rentrer dans le tissu actif en défendant l'image de nos entreprises à l'international. Merci. Je rappelle que le temps d'intervention est de 2 minutes pour chaque collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger sur ce sujet et j'ai rencontré M. Jacob, ambassadeur pour l'industrie, avec lequel on a échangé sur ces systèmes. Effectivement, les PME, c'est la force économique de l'Europe. 2 tiers des emplois, 60% du chiffre d'affaires total de l'Union européenne. C'est dire que, effectivement, nous devons à la fois être très préoccupés par l'environnement économique et l'environnement administratif, mais aussi regarder, comme vous le dites, les différences qu'il peut y avoir dans la force à l'exportation qu'il y a dans notre industrie par rapport à l'industrie allemande et qui joue sur notre balance commerciale. Vous le savez, le Small Business Act a été adopté en 2008 sous la présidence française, qu'il prônait et mis en place des mécanismes d'accès au financement, d'environnement réglementaire et de facilitation d'accès au marché. Sur l'acte pour le marché unique et sur le marché intérieur sur lequel travaille Michel Barnier, nous avons un certain nombre de protections à mettre en place et un certain nombre d'incitations. Parmi les protections, d'abord, essayer de diminuer les contraintes administratives. Vous avez été chef d'entreprise en agroalimentaire et vous avez vécu combien, de temps en temps, l'Europe peut devenir pointilleuse, voire tatillonne, sur de la réglementation qui n'a rien à voir avec la défense du consommateur. Et puis, en même temps, réviser les directives marché public pour permettre d'avoir un meilleur accès des PME à ces marchés publics. Enfin, vous le savez, l'assouplissement du fonctionnement des règles communautaires applicables aux PME est très importante et nous essayons d'infléchir les directives dans le domaine du marché intérieur, en particulier pour qu'ils puissent mieux accéder aux fonds européens, qu'ils puissent se trouver avec une protection de leurs intérêts commerciaux par rapport aux concurrences déloyales dont nous parlions tout à l'heure, et de faire en sorte qu'ils puissent se trouver avec une souplesse plus importante pour les petits services publics organisés par les PME. Je crois que nous avons encore, et vous avez raison de porter ce sujet, encore beaucoup de chemin à faire pour faciliter nos petites et moyennes entreprises et puis en même temps les inciter à faire en sorte qu'elles deviennent exportatrices parce qu'elles n'ont pas le volume suffisant pour le faire. Enfin, sur l'information, nous avons encore un défaut, c'est que les directives européennes sont élaborées très en amont et que nous devrions faire participer l'ensemble de nos acteurs économiques au moment de l'élaboration de la directive et non pas 15 jours avant qu'elle soit définie et au moment où le lobbying devient un peu inefficace vis-à-vis des responsables politiques que nous sommes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Courteau.
Oui, merci Monsieur le Président. La question a déjà été abordée, mais compte tenu de son importance, je veux une nouvelle fois y revenir. Je souhaite en effet attirer votre attention sur le programme européen d'aide aux plus démunis qui permettait, jusqu'à cette année en tout cas, d'apporter une aide alimentaire à 13 millions de citoyens des États membres. Je précise qu'il est réparti en France principalement entre 4 grandes associations en charge de l'aide alimentaire, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Pour chaque association, je crois qu'on ne le dira jamais assez, ce programme représente un apport crucial et constitue jusqu'à 35% des denrées alimentaires distribuées. Les aides de ce programme sont donc essentielles à l'action des associations françaises. Plus largement, et en tant que composante incontournable de l'aide alimentaire en France, le PEAD est aussi l'un des premiers supports pour promouvoir l'insertion des publics en situation de précarité. Alors, je ne vais pas revenir sur l'arrêt de la Cour de justice européenne, cela a été dit et redit. Je vous rappelle simplement que les associations demandent instamment au gouvernement de soutenir et de faire aboutir rapidement une réforme du programme par la création d'un dispositif renouvelé et pérenne inscrivant durablement l'objectif de sécurité alimentaire des populations européennes. Vous avez déjà répondu à mes collègues, mais moi je vous demande, Monsieur le Ministre, d'être particulièrement vigilant sur la suite à donner. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, je ne peux que vous répondre que je suis en mission avec Bruno Le Maire pour faire aboutir ce dossier et que le président de la République s'est exprimé sur le sujet en faisant en sorte qu'il intervienne lui aussi au plus haut niveau et au niveau de nos collègues allemands. Je vous ai expliqué les difficultés qu'il y a de comparaison entre l'aide aux plus démunis en Allemagne et en France. Je vous rappelle que le tribunal de première instance, en avril, a condamné la distribution du PEAD à partir de stocks achetés et non pas de surplus de la PAC, et que nous avons un budget donc qui passe de 500 à 113 millions d'euros en 2012. Je répète que la campagne 2011 est totalement assurée et que la campagne 2012 est donc l'objet des négociations et de la tentative que nous faisons avec Bruno Le Maire pour faire lever les minorités de blocage. Je rappelle qu'au dernier Conseil des ministres européens de l'emploi et des affaires sociales, la Commission européenne a proposé une révision du règlement du PEAD, qui est probablement, à mes yeux, la solution, puisqu'il y a une double base juridique désormais, une qui est une base de la PAC, c'est l'article 43, paragraphe 2, et un renforcement de la cohésion sociale de l'Union, qui est l'article 175, paragraphe 3. Si on a donc, avec ces deux pendants, on doit trouver la faille, le passage juridique qui permet de ne pas acheter des stocks supplémentaires et d'utiliser le peu de surplus sur la PAC et de le compléter avec la cohésion sociale et la solidarité. Je ne doute pas que nous ne puissions pas arriver à trouver... J'ai mis trop de négatifs, vous avez raison. Je ne doute pas que nous arrivions à trouver la solution avec nos partenaires. De toute façon, je n'imagine pas que nous soyons obligés de dire à la Croix-Rouge, au Secours populaire et aux autres que nous n'avons pas les moyens d'assumer la campagne 2012. 2011, c'est fait, Monsieur le Sénateur. Pour 2012, nous assumerons. Voilà. Et écoutez, je suis trop européen pour ne pas considérer comme une extrémité le fait que ce soit renationalisé. Et non, mais de toute façon, je n'imagine pas non plus que le président de la République et le Premier ministre prennent une autre décision que celle que vous évoquez si nous étions, Bruno Le Maire et moi-même, en échec. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Richard, vous avez la parole. Réponse, s'agissant du dernier sujet qu'on vient d'aborder, il me semble souhaitable pour la qualité et la véracité de notre débat
que vous soyez peut-être un peu plus spécifique sur une ou deux autres questions. Je voudrais en particulier mentionner celle de la taxe sur les transactions financières. En rester à des généralités, certes vertueuses, mais tout de même un peu nuageuses, alors qu'on est à 8 jours du Conseil européen, me paraît peut-être un effort qui est encore perfectible. Donc, si j'ai bien entendu tout à l'heure, à titre d'illustration, vous avez évoqué un taux qui serait de 0,005. La famille politique à laquelle j'appartiens, qui peut peut-être vous apporter un peu d'aide du fait du changement au Danemark sur l'autre dossier, préconise un taux de 0,05. Et vous savez très bien ce qui est en jeu. C'est le caractère dissuasif ou non de cette taxe par rapport au mouvement spéculatif. La faisabilité et l'impact économique de ce projet a été vérifié de longue date et un rapport conclusif a été présenté au Conseil européen il y a maintenant 15 mois. Donc il serait, me semble-t-il, judicieux que le gouvernement indique ce qu'est aujourd'hui sa démarche pour arriver à un résultat, c'est-à-dire quel est le groupe de pays qui constitue la cible, les pays qui sont encore en difficulté par rapport à ce projet et le champ d'application, le choix de l'assiette sur lequel vous travaillez, puisqu'aujourd'hui ce ne sont quand même pas des questions qui sont ignorées par le gouvernement. Je crois aussi que le débat sur l'utilisation de la ressource qui serait produite et qui serait plus significative si on suivait notre proposition, est un vrai choix politique sur lequel le gouvernement a forcément une position. Je crois que dans la situation de faible croissance que nous connaissons aujourd'hui, d'en faire simplement une substitution par rapport aux recettes actuelles de l'Union, au lieu de l'utiliser pour faire de la croissance, et notamment de la croissance verte en Europe, est un choix politique qu'on ne peut qualifier que d'insuffisant. Le temps m'interdit de vous poser l'autre question sur les titres de dette, mais je pense simplement que le refus des eurobonds qui a été prononcé en commun par Mme Merkel et par le Président il y a quelques semaines est une position d'étape et qu'il a été fortement inspiré, si j'ose me permettre cette évocation, par des considérations bilatérales de politique intérieure. Je pense donc qu'il faudra que cette question soit revue. Enfin, puisque vous avez évoqué le terme de fédéralisme de façon un peu audacieuse, puisqu'il s'agit d'un mécanisme unanimitaire, je crois qu'avant d'arriver au fédéralisme, il faut s'efforcer de fédérer. C'est-à-dire, bien sûr, il faut faire du franco-allemand, mais il faut traiter positivement et attentivement les autres partenaires européens quand on veut construire un accord. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. Il y a au moins des chiffres qui sont connus, c'est ceux de la Commission. La Commission, elle propose 0,1 sur les actions obligataires et sur les produits dérivés 0,01. Je voulais simplement, et vous avez raison, illustrer mes propos en disant que le bon impôt, c'est celui qui a l'assiette la plus large et le taux le plus bas parce qu'il est indolore et productif. Quelle est l'assiette que nous pouvons espérer ? Est-il raisonnable de penser que les États-Unis vont accepter une taxe sur les transactions financières ? Souvent, ils ont exprimé leur refus de l'envisager. Est-il logique, et ce matin encore, puisque j'ai évoqué 3 fois le sujet, une fois devant M. Van Rompuy, une fois sur les perspectives financières et une fois sur le G20, la taxation des transactions financières, finalement, David Lidington, qui est mon homologue anglais, a fini par réagir et dire qu'il n'y était pas favorable. Nous le savions. Et donc, à mesure, on voit bien que le champ est européen et peut-être le champ de la zone euro. Et puisque vous m'interrogez, et sans que je vous donne une réponse précise, et je ne peux pas le faire, quel est l'objectif de cette taxe ? Si elle avait été mondiale, elle devait avoir un objet mondial, et donc on n'aurait pas imaginé qu'elle puisse alimenter le budget de l'Europe. Si elle était européenne, on va dire à 27, on pourrait imaginer qu'elle finance une partie du budget européen. Si elle est au sein de la zone euro, elle alimentera forcément alors un objectif plus limité.
vous le savez aussi, puisqu'on parle de chiffres, en fonction du taux, en fonction de l'assiette, en fonction du volume, on peut passer de 20 milliards à 250 milliards. J'ai vu même des chiffres de 400 milliards. Bon, si tout le monde, hein, dans le meilleur des mondes possibles. Toujours est-il qu'il me semble que plutôt que de pénaliser la transaction financière dans l'esprit, ce qu'il faut, c'est prélever de manière indolore pour qu'il n'y ait pas de fuite d'une place bancaire à une autre place. Et donc, si je disais le fond de ma pensée, je dirais qu'au début, il faut un taux très bas. Parce que le plus difficile sera de faire adhérer le maximum d'États sur ce dispositif et que, puisqu'on en parle depuis 20 ans, plutôt que de mettre la barre ici, il vaudrait mieux qu'on la fasse, peut-être à moins nombreux que ce qu'on avait envisagé initialement, peut-être moins haut que ce qu'on avait espéré, mais qu'elle existe. Et une taxe qui existe, elle peut toujours ensuite évoluer, parce qu'on verra que, à mes yeux, et je suis sûr que vous partagez mon avis, le taux faible n'entraînera pas de déplacement des places boursières. Merci, Monsieur le Ministre. La parole, pardon. Sur le rebond, c'était une décision d'étape. Une décision d'étape, ça veut dire que ça n'est pas le moment, mais que ça peut l'être un jour. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Béchu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, même si ce n'est pas l'objet de ma question, je partage complètement l'idée que cette taxe sur les transactions financières, le plus important, c'est déjà de mettre un pied dedans et ensuite d'en changer les modalités plutôt que d'attendre, le mieux étant très clairement dans ce domaine l'ennemi du bien. Ma question porte sur la politique agricole commune. On a parlé de la Grèce, on a parlé de la question des dettes souveraines. Demain matin, le commissaire Ciolos doit dévoiler ce que sont les intentions de la Commission en ce qui concerne le futur de la PAC après 2013. Or, l'agriculture pour notre pays, c'est 9 milliards d'euros d'excédent commercial au moment où on s'interroge sur la manière de faire face aux conséquences de la mondialisation dans un certain nombre de cas. Nous savons aussi qu'en termes de lutte contre le changement climatique, si on continue de penser que les agriculteurs ne sont que des adversaires, on reculera par rapport aux objectifs qu'il faut qu'on soit capable d'atteindre. La question de l'alimentation de la planète se pose de manière de plus en plus aiguë, avec un nombre d'habitants qui ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale et une surface agricole utile qui diminue. L'agriculture, ce n'est pas une nostalgie, c'est un avenir. Quand on voit les Chinois acheter 3 800 000 hectares de terre en Afrique, on mesure que la question de la souveraineté alimentaire, que la question de la qualité sanitaire de ce que nous mangeons, ce sont des questions qui sont fondamentales. Si on ajoute à ça les conséquences en termes d'aménagement du territoire et les éléments économiques et sociaux qui sont sous-jacents derrière cette question, puisqu'il y a 2 millions de personnes qui, peu ou prou, vivent ou travaillent dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture et de l'agroalimentaire, on mesure à quel point, sur cette question, la décision de demain est importante. Elle est importante pour qu'on ait une PAC qui soit ambitieuse, qui ne relègue pas effectivement la politique agricole commune à une sous-politique, alors que c'est là-dessus que l'Europe s'est construite. Elle est importante pour notre pays dans les règles qui seront décidées, et y compris pour l'emploi agricole, en faisant sans doute en sorte de privilégier des dotations à l'hectare qui soient dégressives plutôt qu'un système qui alimenterait uniquement les gros et qui risquerait de détruire une partie de la haute intensité humaine de l'agriculture française. Monsieur le ministre, ma question est simple. Dans quel état d'esprit est le gouvernement à la veille de cette annonce et jusqu'où est-il prêt à défendre nos agriculteurs? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, l'état d'esprit est déterminé. Et ça n'est pas faute de l'avoir dit et répété sur tous les débats qui sont sur les perspectives financières. D'abord parce que ça n'est pas une politique française, c'est une politique européenne. Je dirais même que c'est une politique communautarisée. Et c'est une des rares politiques communautarisées. Ensuite, parce que si nous voulons avoir une indépendance sur le plan alimentaire et des produits alimentaires, si nous voulons éviter la volatilité des marchés dérivés et des marchés agroalimentaires, et si nous voulons avoir une veille sanitaire efficace, nous devons conserver une politique agricole commune. Et fort heureusement, nous ne sommes pas les seuls à défendre cette position. Un certain nombre de pays, comme par exemple la Pologne, sont des pays qui défendent avec nous à la fois la politique agricole commune et les deux piliers. J'ajoute en même temps que c'est quand même une politique qui a été évaluée
à 4 reprises. Ce qui n'est pas le cas des politiques en matière de recherche, en matière de développement ou en matière de cohésion. Donc il est logique de considérer que la politique qui a été évaluée et qui est jugée pertinente, elle soit stabilisée, alors que la politique qui n'a pas encore passé au crible de l'expertise peut éventuellement évoluer. Si je prends la politique de cohésion sur les territoires, même en France, je peux dire qu'il y a un grand nombre au niveau européen, et en particulier en Allemagne et en Espagne, de territoires qui sont sortis des objectifs de cohésion. Est-ce que cela ne mérite pas que l'on réfléchisse à la façon dont on redistribue ces moyens, plutôt que de les pérenniser dans un système dans lequel on considérerait que, puisqu'ils les ont eu une fois, même s'ils sont devenus ensuite plus prospères, et tant mieux, ils doivent les avoir de toute éternité. Donc la réponse est toujours la même. Je l'ai presque par cœur dans la tête. La France n'acceptera pas un projet financier, une perspective financière qui ne considère pas une stabilité de la politique agricole commune. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Blondin. Voilà, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. J'avais aussi prévu une question sur le programme européen d'aide aux plus démunis, bien entendu, mais c'est là tout l'exercice de ce débat spontané et donc nous n'avions connaissance ni des questions des collègues, ni véritablement de la tenue exacte de ce débat. Alors, vous avez évoquer quelques solutions, Monsieur le Ministre. Moi, j'aurais peut-être à évoquer avec vous, n'est-il pas possible, n'est-il pas envisageable de prévoir un nouveau règlement de ce PEAD qui confirmerait la place de ce programme dans la politique agricole commune, mais qui le libérerait évidemment du seul recours au stock d'intervention? Et puis, effectivement, la position de la Commission européenne aujourd'hui est bien d'ancrer le PEAD dans le Fonds social européen, mais en 2014. Alors, tout à l'heure, vous avez répondu à mon collègue Courteau que, effectivement, c'était assuré pour 2011, mais on arrive à la fin. Et en 2012, eh bien, voilà, donc ma question serait celle-ci. Pourrez-vous confirmer que l'État français prendra effectivement la suite et viendra au secours de ces personnes les plus démunies? Ensuite, j'aurais voulu vous poser une autre question. Vous nous avez aimablement invité, les membres du Conseil de l'Europe, à venir vous rencontrer et vous avez entendu nos observations et nos remarques et cette difficulté de liaison entre les commissions européennes, que ce soit celle du Sénat ou celle de l'Assemblée nationale, et notre souhait de pouvoir travailler de manière plus articulée et devoir aussi reconnaître le travail qui se fait au sein du Conseil de l'Europe, qui est évidemment axé sur la démocratie, sur les droits de l'homme et l'état de droit, et qui concerne 47 pays et non pas 27. Mais voilà, comment concevez-vous cette articulation du travail qui est engagé au niveau du Conseil de l'Europe et puis au sein des commissions des deux assemblées? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la sénateur, j'ai longtemps été parlementaire et je me souvenais que lorsqu'un ministre me donnait un conseil sur l'organisation des parlementaires, j'avais vraiment l'impression qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Et donc, je me garderai d'exprimer une opinion sur ce sujet en sachant que, très probablement, Monsieur le Président et le Président de l'Assemblée nationale mettront en œuvre le moyen pour que le Conseil de l'Europe, qui, comme vous l'avez dit, regroupe 47 pays et qui s'occupe de sujets qui sont le cœur, l'essence de la construction européenne, les droits de l'homme, la démocratie, puisse avoir une articulation plus forte et une meilleure visibilité
au niveau du Parlement français. Mais vous m'avez aimablement invité et j'irai au Conseil de l'Europe parce que je pense que c'est un grand lieu de la démocratie et du message européen qui sort de la politique purement financière, voire fiscale, que nous avons l'habitude d'évoquer. Vous m'avez reposé la question sur le PEAD sous une autre forme et vous m'avez demandé si, effectivement, la perspective de 2014, forcément, entre 2014 et 2011, il y a 2012 et 2013. Sur cette période transitoire, c'est sur cette période transitoire que nous essayons de faire adopter, en faisant sauter la minorité de blocage, un dispositif transitoire qui permettrait, sur 2 lignes budgétaires différentes et équilibrées, de faire fonctionner l'ensemble. Nous ne pouvons pas, malheureusement, comme vous l'avez évoqué, faire revenir la PEAD dans la PAC parce qu'elle n'est pas communautaire, la PEAD. C'est un surplus constaté, utilisé à des fins de solidarité. Mais on ne peut pas créer à l'intérieur de la PAC, parce que ça n'est pas l'objectif communautaire, un élément de solidarité. Donc je pense que, pour être encore plus clair, 2011, c'est fait. 2014, ça sera dans le fonds de solidarité ou dans la politique de cohésion. 2012, 2013, la solution, c'est de faire sauter la minorité de blocage, trouver les 2 lignes budgétaires et pérenniser, donc, faire la jonction entre les 2 systèmes. Je ne suis pas Premier ministre et je ne voudrais pas m'engager à la place de Valérie Pécresse, ni de... Non, je ne voudrais surtout pas remplacer François Fillon, il fait très bien son travail, mais comme la décision lui incombe, mais je connais François Fillon, et je connais le président de la République, et je sais les paroles qu'il a dites publiquement, je sais la mission qu'il a donnée à Bruno Le Maire et à moi-même, et je ne doute pas une seconde que si malheureusement nous n'obtenions pas ce que nous essayons d'obtenir avec volontarisme et acharnement, il y aurait une pérennité de l'aide aux plus démunis de manière temporaire et nationalisée. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bourdin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais revenir au système bancaire et aux banques, donc, en vous parlant des capitaux propres et de leur liquidité. En ce qui concerne leurs capitaux propres, effectivement, on ne peut pas échapper à leur recommander au moins d'augmenter leurs capitaux propres. Et pourquoi? Tout simplement, jusqu'alors, on disait, voilà, il faut que les ressources propres par rapport aux engagements des banques soient supérieures à 8%. On considérait que c'était bien. Sauf que, du côté des engagements des créances des banques, il y a eu des dégradations qui se sont observées. Et pire que tout, il y a eu des dégradations qui ont été observées sur des titres souverains. Hein, jusqu'alors, on considérait que c'était de la quasi-monnaie, un titre souverain. Maintenant, non. Hein. Le résultat, c'est que quand on fait le rapport entre les ressources propres et les engagements, on n'a plus tout à fait la même chose. Il faut rajouter, en quelque sorte, provisionner les ressources propres et, bien sûr, il faut aller vers une recapitalisation des banques et faire en sorte que le ratio de 8% de Bâle 2, là, eh bien, il soit peut-être supérieur à 9, à 10, j'en sais rien, mais il y a une nécessité, d'autant qu'avec la crise des dettes qui continue, eh bien, les titres souverains dans les bilans des banques vont être de moins en moins certains et qu'il va y avoir encore une dégradation, donc c'est très bien. La liquidité, maintenant. Les deux étant liés. Parce que le problème que rencontrent les banques actuellement, c'est plutôt un problème de liquidité. Le système bancaire est ainsi fait que les unes et les autres se tiennent par la barbichette, empruntent, prêtent, etc. On est dans un système dynamique où tout le monde dépend des autres. Hein. On est dans un système vivant avec des difficultés. Et quand ça bloque quelque part, eh bien, ça bloque partout. Hein, il y a un phénomène de digue qui se produit et je me réjouis qu'on ait pu trouver des solutions à Dexia parce que ça encombrait un tout petit peu le système jusqu'alors
Et maintenant, donc ça va redonner un peu d'aisance, mais les banques continuent à souffrir d'un manque de liquidité. Alors comment elles font? Elles s'adressent à la BCE, à remettre des titres souverains. Hein, la BCE leur donne de la monnaie, et donc ça les approvisionne, etc. Mais ça ne peut pas non plus durer longtemps que la BCE soit une sorte de station d'épuration qui donne de la bonne monnaie contre de la mauvaise dette ou des mauvais titres. Ça ne peut pas durer. Hein. Et donc, il faut trouver un moyen que les liquidités entre les banques puissent circuler, mais pour cela, il faut créer de la confiance. Il faut créer de la confiance et sans doute y mettre du sien du côté des organismes européens et de notre pays. Donc, je vous demande, Monsieur le Ministre, comment on peut faire pour que la liquidité soit assurée entre les banques, pour que la confiance soit restaurée entre les banques elles-mêmes. Chers collègues, je vais vous demander de conclure. Oui, c'est fini. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Baudin, vous avez parfaitement raison et vous avez parfaitement expliqué le mécanisme. Le mécanisme de la liquidité et de la solvabilité, qui sont les deux piliers sur lesquels se base la fiabilité d'une banque, il est basé sur la confiance. Une banque, elle ne vit pas isolée, elle vit dans un réseau. Si une banque ne prête pas à une autre banque, si une banque a des difficultés pour s'approvisionner en dollars, elle se trouve effectivement dans une situation de faiblesse. Et donc les ratios qui avaient été antérieurement envisagés de 8% doivent être aujourd'hui augmentés, puisque nous sommes dans une situation, non pas de stress test, mais de stress réel, et à un niveau que l'on n'imaginait pas lorsque les stress tests ont été effectués. Néanmoins, rappelons que les fonds propres des banques françaises a augmenté de 50 milliards dans le premier semestre, ce qui veut dire qu'elles ont déjà anticipé le BAL 2 et même le BAL 3. Rappelons-nous que l'exposition des banques françaises à la dette grecque n'est jamais que de 10 milliards, enfin, je ne devrais pas dire les choses pareilles, mais est de 10 milliards d'euros. Donc ça veut dire que les banques françaises sont solides. Cependant, Dexia est un cas très particulier, vous le savez. Ça fait 20 ans que Dexia a un système de liquidité à très court terme, où elle emprunte à très court terme à des taux très bas et elle prête à des taux très hauts pour une période très longue. Bon. Tant qu'on est en période de croissance, le système fonctionne. Le jour où il y a un problème de crédit ou de dette souveraine, à ce moment-là, le système s'enraye, ne peut plus fonctionner. Mais pour autant, là aussi, je veux le dire, l'action que mènent les États belges, luxembourgeois et français dans le sauvetage de Dexia n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent dans lequel on crée une situation, pour passer une situation transitoire, on crée un système dans lequel on met une dette pourrie, que l'on nettoie à moyen et à long terme, et qui sauve un certain nombre de collectivités territoriales du côté français et les épargnants du côté belge. Et en même temps, rappelons que la France, l'État français, quand il a prêté de l'argent aux banques en 2008, il a retrouvé très rapidement 2,8 milliards en retour. Et Dexia, qui était en difficulté à cette époque-là, en 2008, eh bien, le prêt qui a été fait par la France et le gouvernement à Dexia a rapporté à la France 500 millions d'euros. Donc, ne croyons pas qu'on est en train de jeter de l'argent aussi dans les banques. On doit les obliger, comme vous venez de le dire, à augmenter leur solvabilité et à augmenter leur liquidité. Et c'est l'objectif et des mesures qui vont être prises effectivement pour donner une stabilité. Cette stabilité, elle entraîne, comme vous l'avez évoqué, la confiance. Et la confiance, elle permet à l'argent de tourner entre les banques et d'être disponible. Parce que le vrai problème d'aujourd'hui, c'est que le système tel qu'il est fait que les banques ne se prêtent moins, mais elles prêtent moins aux entreprises et aux collectivités. Et si on se trouve dans une situation dans laquelle l'entreprise qui marche bien n'a pas la solvabilité, la possibilité de s'engager alors qu'elle s'engage sur un projet sain et rentable, alors à ce moment-là, il y a un risque de récession. Et donc la recapitalisation des banques à partir de leurs fonds propres principalement est un objectif indispensable.
Surtout si on considère que les prêts qui ont été faits et qui ont été diminués, restructurés de la dette grecque de 21,5 peuvent être augmentés. À ce moment-là, ça créera un stress supplémentaire sur les banques et elles auront intérêt à avoir une solvabilité, une liquidité plus forte. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Dantec. Nous aussi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc, vous l'avez dit, le Conseil européen va évoquer la négociation de Durban. La crise climatique reste extrêmement grave et je crois qu'il ne faut pas oublier, même si aujourd'hui la crise financière est au centre des débats, que dans les prochaines décennies, les conséquences de la crise climatique seront aussi importantes, voire plus importantes, plus négatives encore, que la crise financière que nous connaissons. Je n'ai pas non plus le temps de revenir sur le Conseil des ministres de l'Environnement qui a eu lieu hier. Si ce n'est quand même pour m'inquiéter du niveau de divergence qui apparaît aujourd'hui entre États européens et qui fragilise évidemment le rôle leader de l'Europe sur la scène internationale sur ces questions. Et pour reprendre aussi les propos de mon collègue tout à l'heure, ne soyons pas trop optimistes sur les résultats européens eux-mêmes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les derniers chiffres de l'année dernière montrent une réaugmentation des émissions de gaz à effet de serre en Europe, ce qui là aussi est un résultat assez inquiétant. Ce que je voulais dire, c'est que pour animer depuis plusieurs années et être porte-parole des réseaux mondiaux de collectivités locales dans cette négociation internationale, j'en mesure évidemment toute la difficulté et la complexité, mais je crois que ce qui va se jouer à Durban, c'est d'abord la capacité de restaurer la confiance entre pays du Sud et pays du Nord après l'échec de Copenhague. Et dans ce cadre, la question du financement du Fonds vert décidé à Copenhague et confirmé à Cancun, qui doit donc aider les pays en développement à agir dans les domaines à la fois de l'adaptation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, va être un point clé et les pays africains vont être extrêmement attentifs sur ce point. Et je voudrais lier ma question au débat de l'après-midi sur la taxation financière, non pas par opportunisme, mais parce que je crois profondément que c'est dans notre capacité de cohérence dans l'ensemble des régulations des crises internationales que nous allons trouver la solution. Donc une question finalement assez simple à Monsieur le Ministre. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que cette idée de taxation des transactions financières que nous, écologistes, portons depuis plusieurs décennies, et on est évidemment heureux qu'aujourd'hui nos réponses et pas seulement nos alertes soient au cœur du débat public, est-ce que là nous n'avons pas finalement une opportunité pour abonder ce fonds vert par une partie de cette taxe? C'est une proposition que l'Europe pourrait porter, que la France pourrait aussi porter au G20, qui permettrait peut-être de construire d'autres alliances à l'échelle internationale, de recréer de la dynamique dans la négociation internationale. Je crois qu'il y a là une opportunité qui correspond aussi à ce qu'a dit Madame Bricq tout à l'heure sur l'idée de départ de cette taxation des transactions financières, et je crois qu'il serait dommage qu'on se prive de cette opportunité. Avec une question annexe qui est si on n'arrive pas à financer le fonds vert par une partie de cette taxe, comment voyez-vous l'Europe demain en capacité de fournir une partie de ce fonds vert qui devrait atteindre, je vous le rappelle, environ 100 millions de dollars à échéance de 2020 ? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. On va rêver au meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, le bon exemple est suivi et n'est pas pénalisé. Dans le meilleur des mondes, l'Europe qui fait d'énormes efforts contre les gaz pour limiter les gaz à effet de serre est plus récompensée que la Chine ou les États-Unis, qui n'acceptent pas de rentrer dans un quelconque protocole. Dans le meilleur des mondes, lorsqu'on a une production industrielle qui est relayée dans d'autres pays et avec une productivité qui met en danger notre compétitivité, on trouve des schémas innovants et doublement innovants. Innovants à la fois parce qu'on produit ou on recherche à produire l'énergie de demain, à la fois parce qu'on protège la planète, mais aussi parce qu'on crée des mécanismes de recherche et d'innovation qui sont capables ensuite de s'exporter et de créer une nouvelle richesse. Et puis, dans le meilleur des mondes, on se trouve aussi dans la situation où lorsque on a un problème international et mondial, on a une taxe mondiale et non pas une contribution de chaque État à la possibilité de résoudre le problème mondial. Donc je pense que demain, il sera évident qu'il y aura des perceptions d'impôts, de taxes au niveau international.
il y a eu une taxe sur les billets d'avion. Ça n'a pas empêché les gens de continuer à prendre l'avion. Et elle a réussi à traiter un nombre de cas importants de malades du sida qui étaient totalement démunis et pour lesquels aucun pays n'avait la capacité, même l'Europe, de mettre suffisamment de fonds pour lutter efficacement contre ce fléau. Et donc si je reviens au meilleur des mondes, c'est-à-dire celui que nous vivons et c'est ici et maintenant que ça se passe, je vous répondrai que le vrai danger, et vous avez vu que Nathalie Kosciusko-Morizet l'a défendu très clairement, ce serait de dire, il y a eu Kyoto, Kyoto s'arrête, un jour on fera Durban avec un Kyoto 2, et pendant l'espace du temps, on oublie Cancun et on laisse tomber Kyoto. Ça, c'est un message désastreux vis-à-vis des États pollueurs et vis-à-vis des États en émergence de développement. Là, il y aurait un vrai problème. Et effectivement, il faut, dans ce laps de temps et à Durban, à la fois tenir les engagements qui ont été pris antérieurement, et qui feront oublier l'échec de Copenhague, et en même temps établir les bases de quelque chose pour l'avenir plus contraignant et plus efficace. Et puis, comme nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes et que c'est ici et maintenant, moi je pense qu'à un moment donné, il faudra que l'Europe prenne ses responsabilités et au lieu de prôner la bonne nouvelle, elle impose la mesure vertueuse, et c'est la taxation, c'est les MIC, c'est les taxations aux frontières, taxation carbone aux frontières. Il n'est pas normal que là aussi, et ça n'a rien à voir avec la réciprocité ou les échanges commerciaux loyaux, ça a à voir avec le fait de dire j'impose à mon industrie, à mon économie une contrainte vertueuse, j'impose à ceux qui importent à l'intérieur de l'espace que je veux vertueux les mêmes règles de vertu. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Prochain rendez-vous avec les travaux du Sénat cet après-midi à partir de 17 h pour un débat sur la réforme portuaire. Très belle journée à tous. Plus de doute pour